Alors moi je suis Sabrina Ali Benali, je suis en dernière année d'internat de médecine générale des hôpitaux de Paris qui se termine dans 2 mois avec pour vocation de faire un exercice mixte d'urgentiste et de médecine générale. Voilà, je travaille en ce moment dans une consultation de précarité des hôpitaux de Paris et en plus de ça, je continue les gardes aux urgences dans les hôpitaux de Paris, plus des urgences à domicile en tant que médecin remplaçant dans une autre structure. Et je suis militante à la France Insoumise, je suis une des responsables de la thématique santé avec 2 autres personnes et je suis aussi une militante de réseaux sociaux, on va dire ça comme ça, en publiant des vidéos pour dénoncer la situation de l'hôpital en France et plus généralement de tout le système de santé du pays. Voilà. D'accord, donc ça je pense qu'il y a pas mal d'insoumises qui te connaissent, notamment parce que tes vidéos ont servi d'outil aussi pour relayer souvent certains de nos éléments programmatiques, notamment pendant la campagne. Tu as parlé de consultation de précarité. Tu peux nous dire ce que c'est? La consultation, c'est une permanence d'accès aux soins. Alors il y en a qui sont municipaux et puis il y en a dans les hôpitaux de Paris. C'est ce qu'on appelle les PASS ou consultations précarité, donc qui reçoivent essentiellement les précaires en situation régulière en France et les migrants qui sont soit en situation régulière, soit pas encore en situation régulière, qui nous sont envoyés par très souvent les associations ou qui arrivent par le bouche à oreille à venir par eux-mêmes. Voilà, pour avoir un premier accès aux soins urgents et à la délivrance de médicaments pour ceux qui ont des pathologies chroniques et ou urgentes à traiter en attendant d'avoir une situation plus stable. La première question qu'on souhaite te poser, c'est quelle situation t'a marqué dans ton métier? Quel a été ton constat à ce moment-là? C'est plusieurs questions en une en fait. Quelle a été l'urgence? Tu développes un peu un cas concret en fait. Alors ça va être très difficile parce que là, depuis le mois de novembre que je suis dans cet établissement, je suis marquée tous les jours. J'en ai parlé notamment dans les réseaux sociaux, pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 semaines. Je vois, alors moi toute la journée, c'est principalement des gens à la rue. On est entre 5 et 6 internes à consulter par jour. On a fait des statistiques. Sur 114 patients, on arrive à plus de 60% qui sont en absence de logement et 40% qui se décrivent en insécurité alimentaire, qui n'arrivent pas à faire 3 repas par jour ou même à manger tous les jours. Donc d'un point de vue social, c'est déjà des états de précarité absolue qui sont très choquants. Et en plus, d'un point de vue médical, évidemment je suis choquée, mais tous les jours. Là, comme je te disais, donc il y a 2-3 semaines, j'en ai parlé parce que là, c'était la première fois que moi, je me suis dit est-ce que je laisse potentiellement sortir un patient qui peut mourir dans 2 heures parce qu'il n'y a pas de place? C'est un monsieur SDF français, ancien militaire, qui a été en invalidité suite à une fracture du calcanéum, qui se retrouve pour des problèmes de la vie personnelle et une vulnérabilité certaine, SDF à la rue depuis près de 10 ans, qui se fait agresser gare de l'Est, puisque c'est un cercle vicieux. Le monde de la rue est très particulier, non seulement il les abîme, mais en plus il aggrave leur situation. Il se fait tabasser, il a une fracture de la malléole qui est prise en charge dans un hôpital de la PHP. Malheureusement, on reçoit le compte-rendu 3 jours après quand il vient me voir parce qu'on a essayé de l'héberger, qu'il n'y a pas de place en rhumato, pas de place en orthopédie, pas de place en SSR. On voit qu'ils se sont donné tout le mal du monde, qu'il est resté 3 jours aux urgences alors que c'est pas un lieu de prise en charge adéquate. Et que donc ce monsieur ressort avec un plâtre, 2 béquilles, un sac à dos énorme qui contient toute sa vie sur le dos et qu'il est sous anticoagulant pour ne pas risquer de faire de caillots puisque sa jambe est dans le plâtre.
Alors quand on est médecin, on sait qu'à quelqu'un sous anticoagulant, ça veut dire qu'à la moindre chute, il peut potentiellement faire un hématome, dont un hématome dans sa tête, s'il tombe sur la tête. Donc là, je me retrouve moi avec un monsieur, et moi je parle de ça, c'était quand il neigeait, il y a 3 semaines. Donc je me retrouve avec un monsieur, déjà, vous et moi, si on a des béquilles, qu'on n'est pas habitué avec un plâtre, et le sac à dos, on va être déséquilibré. Rajouter à la neige, à vivre dans la rue et à devoir un jour chercher le resto du cœur, le midi c'est à Évry et le soir c'est des portes de Pantin qu'une boulangère lui donnait les sandwichs. Donc là on évalue rapidement la situation et on sait qu'a priori il a 9 chances sur 10, il y a un moment où il va tomber, où il risque de faire son hématome sous-dural et donc potentiellement de mourir parce que je n'ai nulle part où le mettre. Ça c'est un quotidien là où je travaille maintenant. Donc c'est pour ça que trouver des... c'est tous les jours. Donc il y a un vrai problème avec l'hébergement. Quand c'est pas ça, c'est des mômes de 16 ans qui arrivent parce qu'ils toussent, on fait une radiothorax, on fait un scanner, ils ont la tuberculose, ils sont à la rue, ils sont porte de la Chapelle, ils sont... heureusement par l'association Utopia 56 essaye beaucoup de les prendre en charge, de trouver des relais qui les logent chez des bénévoles qui se proposent de les loger. Il y a tout un délai aussi de problèmes de prise en charge avec surtout les mineurs quand ils arrivent, puisque les gymnases et les centres d'hébergement n'acceptent pas les mineurs. En attendant qu'ils soient reconnus mineurs, souvent le délai du rendez-vous au tribunal n'est que dans 2-3 semaines, 1 mois, donc on a tout un laps de temps où on a des structures qui ne peuvent pas répondre aux besoins parce qu'ils n'acceptent pas de mineurs, où nous, normalement, légalement, sans tuteur légal, on ne pourrait même pas les voir ni les examiner, ni leur injecter un vaccin, etc. Sauf que on fait la théorie de l'urgence, c'est-à-dire là, bon, il faut qu'on le soigne. Donc il y a un vrai gap là, et puis voilà, des consultations comme ça, c'est le moment où nous on comprend que moi, en tout cas personnellement, où ça a fait tilt dans ma tête, c'est un des cas que j'ai écrit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, c'est je ne pensais pas un jour me réjouir de la mauvaise santé d'un homme. Quand j'ai eu un monsieur qui est arrivé, qui avait une 60aine d'années, diabétique, qui n'avait pas pris son insuline depuis 10 jours, quand j'ai piqué sa glycémie, j'ai vu qu'on était complètement au plafond, donc qui risquait des complications graves, donc un coma, etc. Et donc j'ai fait yes, parce que ça voulait dire que j'allais pouvoir le mettre dans un lit d'hôpital pendant 10 jours, parce qu'il était gravissime. Et donc là, j'en viens à me dire, en fait, le moment où il est en rupture de traitement, où il est potentiellement en coma dans 2 heures, en fait, pour moi, c'est bien, parce que je me dis au moins, et ben pendant 10 jours, il est au chaud, il a un lit, on s'occupe de lui, il a à manger tous les jours. Et c'est là où on comprend que voilà, on a dévié dans une façon de penser qui fait que les choses ne roulent plus normalement, quoi. Et eux-mêmes le savent d'ailleurs. Quand on dit non, on peut pas, ils sont tous très en demande de savoir si on peut, si les médecins ont capacité à les loger. On leur dit non, on peut rien faire. Ils disent en fait il faudrait que j'ai quelque chose de grave et si je peux mourir et que j'ai une appendicite par exemple, il faut m'opérer, là je vais aller à l'hôpital. Bah oui, mais là non. Donc voilà. Et parce que bon, c'est évidemment touchant ce que tu dis là et je pense que tout le monde et c'est pour ça aussi que ce que tu dis sur les réseaux sociaux rencontre son public parce qu'évidemment les gens sont intéressés par ça parce que c'est des choses qui les touchent profondément et on est sur des cas d'extrême précarité, d'extrême pauvreté. Dans le cadre de tes années d'internat et de l'expérience que tu as dans le milieu médical, est-ce que tu as vu des cas de pauvreté ordinaire? Oui, ben bien sûr. Alors là, on est dans l'extrême pauvreté, effectivement, avec tout ce que ça a de très compliqué. Mais après, tous les jours, effectivement, alors on l'a bien sûr dans les services, mais les urgences sont un vrai, aujourd'hui, réceptacle de la précarité socio-économique du monde. D'abord, même ne serait-ce que le motif de consultation. Combien on a de femmes qui vont venir parce qu'elles ne peuvent pas se payer un test de grossesse, juste pour avoir un test de grossesse, savoir si elles ont le sang. Ceux qui viennent parce que le médecin généraliste ne prend pas la CMU, certains refusent alors qu'ils n'ont pas le droit, donc ils ne peuvent pas avancer des frais et payer 23 €, donc ils vont venir à l'hôpital. Ensuite, la simple précarité en termes de santé, qui fait que le délai de rendez-vous chez un médecin généraliste est très très long et qu'on n'a pas les moyens d'appeler un médecin
privés comme certains groupes qui se déplacent à domicile, ou même d'avoir un supplément d'honoraires chez un pédiatre, etc. Donc le relais est encore une fois les urgences. On ne peut pas faire appel ou avancer des frais à un laboratoire de ville parce qu'on s'est fait voler sa carte de sécurité sociale à 100%, parce qu'on n'a pas de mutuelle, et donc on vient faire sa prise de sang aux urgences. Donc voilà, tout ça c'est évidemment des motifs de consultation très fréquents qui en plus font d'énormes embouteillages aux urgences. Et puis ensuite, il y a toute la précarité de ceux qui sont seuls, qui sont des personnes âgées, qui n'ont pas assez d'aide à domicile, pour lesquels du coup on ne peut pas envisager un retour à domicile dans cet état, alors que s'ils avaient des structures d'aide avec eux, donc ça veut dire qu'on va devoir les hospitaliser faute d'autres moyens disponibles parce qu'ils sont quand même pas en état d'être seuls au domicile. Donc voilà, sur le retour à domicile aussi, c'est un vrai souci. Et enfin, le manque de structure, c'est aussi la réception des violences conjugales, des violences au domicile. Voilà, les services des urgences sont en fait devenus le réceptacle de toute la société, et les SDF qui s'y présentent aussi juste pour pouvoir prendre une douche, manger toute l'année et peut-être dormir sur un brancard avec un drap pour repartir le lendemain matin. Et ça, je l'ai toujours connu depuis ma 4e année d'externat, où les aides-soignants des services, le vigile de l'entrée, on est habitué à ce qu'il y a toujours, à force, ils se connaissent parce que c'est les SDF du quartier, ils peuvent dormir là la nuit, repartir le lendemain, etc. Ouais. Pas fameux tes constats. Pas fameux l'état de la société. Bien sûr, c'est sûr. Et du coup, en termes d'urgence aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a plein de problèmes à régler entre la personne que tu disais qu'on a peur de renvoyer parce que sinon 2 heures après elle peut tomber et mourir, et tu as aussi la famille par exemple qui va pour, comme tu disais, venir à l'hôpital, peut-être aussi parce que chez un spécialiste on paye en sortant, si je puis dire, alors qu'à l'hôpital on peut avec la capitale recevoir la facture, et du coup il y a des paiements différés, et aussi parfois cette dimension économique entre le choix des urgences et un autre choix. Est-ce que quelles seraient pour toi les urgences aujourd'hui, et quelle est l'urgence, quelles sont les urgences pour pouvoir remédier à tous ces problèmes? Les urgences, c'est d'abord les urgences de dignité humaine et puis de santé, tout simplement, en ce qui concerne les très très précaires, c'est-à-dire là, ce qu'ont demandé d'ailleurs nos députés, l'ouverture immédiate, type du Val-de-Grâce, ou de logements dans lesquels ils peuvent se loger. Je suis à peu près sûre que si on faisait un appel, même à bénévoles, entre les associations de citoyens et les soignants, je suis sûre qu'on pourrait même obtenir quasi un 24/24 de surveillance soignante et distribution de repas, etc. par des citoyens dans des locaux disponibles. Je pense vraiment qu'on aurait des capacités de mobilisation très importantes qui sont déjà sur le terrain. Moi, je les vois quand ils nous les emmènent, avec moins de moyens, justement des choses pas établies, des gens qui ne sont pas dans la même structure. Donc, je pense que ça pourrait s'organiser très vite. Et ça, c'est l'impératif parce que la rue tue. On est quand même en 2018, et en janvier 2018, un bébé de 6 semaines est mort dans la rue. On en est là. Donc, sans compter les 600 autres seulement référencés, dont le collectif des morts de la rue estime qu'ils n'ont que 17%, me semble-t-il, des chiffres réels. Donc la première urgence, c'est une urgence de dignité humaine qui répond aux droits de l'homme. Juste, ne laissons pas les gens dormir dans la rue comme des animaux. La deuxième, c'est évidemment d'avoir plus de moyens humains et d'avoir des structures comme la très bonne structure qui a été ouverte du centre humanitaire par le SAMU social Porte de la Chapelle. Comme quoi, c'est pas compliqué quand on veut faire bien, avec un examen médical à montrer. Ils sont organisés, ils viennent nous voir en consultation, nous on écrit, est-ce qu'il doit rester là le temps d'examen urgent ou est-ce qu'il peut être transféré vers d'autres structures, comme quoi on sait le faire. Et ça marche très bien. Ça. Ensuite, que la justice est le moyen de traiter aussi les problèmes des mineurs, de détermination de leur minorité, etc., dans des délais plus rapides qui permettent une prise en charge de ces gamins. Et ensuite, nous, pour le problème franco-français de nos institutions hospitalières
et de l'engorgement, évidemment, il y a un problème global qui est celui de régler le problème d'avoir 9 millions de pauvres. Mais la désertification des soins dans les zones rurales, l'absence de médecins généralistes suffisants en Île-de-France, on est à plus de 70% des médecins qui ont plus de 65 ans. Donc ils vont tous partir à la retraite et nous, après, on n'a plus rien. Donc il faut pouvoir répondre à ça avec une ouverture de centres de santé, avec massivement une installation de médecins généralistes, que les médecins restent à l'hôpital, qui puissent pratiquer le tiers payant, mais ça ne veut pas dire que toute la charge d'administration, de vérification, que la Sécu a bien payé le médecin et que la mutuelle a bien remboursé le médecin soit à la charge du médecin, parce que le médecin généraliste aujourd'hui, il fait déjà 9h, 21h30, à la fin il fait sa compta, et si en plus de ça, il doit s'assurer que chaque patient qu'il a vu, il a bien reçu le remboursement par la sécurité sociale, le remboursement par la mutuelle, etc. pour pouvoir être payé, c'est pas possible. Il peut pas finir à 1h du matin. Et ça, c'est un vrai obstacle à la réalisation du tiers payant. Donc ça, c'est très important parce qu'en plus, on essaye d'opposer en faisant croire que les médecins sont une bande de nantis qui ne veulent pas le pratiquer parce que ça change rien sur notre feuille de paie, rien du tout. Si ce n'est d'avoir une surcharge de travail. Ensuite, il faut aussi changer l'idéologie débile qui tend à faire penser que si on n'avance pas les frais, on va abuser du système de santé parce qu'on ne paye pas. La reconnaissance, elle n'est pas là. D'ailleurs, quand on voit qu'ils se montent, moi il y a des gens qui sont... C'est l'inverse, c'est-à-dire moi je paye, donc je veux mon arrêt de travail. Et s'il faut, je payerai mon spécialiste 80 € parce que je veux le voir maintenant. Vous avez des gens qui appellent pour avoir des médecins à domicile pour des motifs absolument pas recevables et justement parce qu'ils disent je paye. Donc paiement ne veut pas dire reconnaissance ou gratitude. La gratitude et la reconnaissance, elles doivent venir aussi de notre statut, donc des institutions. Et quand on voit les institutions comment ils nous traitent, il n'est pas très étonnant que la perception du médecin est perdue en reconnaissance et en qualité. Et quand on transforme ça comme un McDo, et ben les gens aussi, ça devient un McDo pour eux, donc de l'outil de consommation. Donc rétablir aussi ce que sont les statuts des soignants de manière générale. Donc voilà, je crois qu'en changeant déjà ça, en faisant un vrai tiers payant généralisé, mais qui ne soit pas un obstacle supplémentaire pour les médecins, enfin une charge de travail supplémentaire, arrêter avec la désertification médicale, arrêter de faire partir les jeunes médecins des hôpitaux qui vont en clinique ou en libéral parce que les conditions de travail à l'hôpital deviennent insupportables. Même si Marisol Touraine pense qu'avec des primes de 10 000 à 30 000 € pour nous garder à l'hôpital, ça va marcher, non, parce qu'on voit bien que ça n'a pas marché, ce qui prouve bien que le premier sentiment des médecins n'est pas l'argent, c'est pas ça la chose la plus attractive. La chose la plus attractive, c'est de soigner et de le faire dans des bonnes conditions. Donc voilà. Tu as fait déjà une très bonne transition et merci, parce que notre dernier point serait de savoir, selon toi, quelles sont les propositions politiques à faire pour arriver à avoir un système de santé qui soit plus accessible et qui permette de lutter contre la précarité et la pauvreté. Bah, c'est d'abord celui-là. Après, la première précarité, n'oublions pas les socio-économique, et celle-ci elle tue et on le sait bien. C'est pour ça qu'à la France Insoumise on a l'avantage d'être cohérent, c'est-à-dire qu'on ne prend pas les choses bout à bout, hein. Une société c'est comme un corps humain. Si on perd un rein, on fait une hypotension. Si on fait une hypotension, la circulation se rétracte. Tout ça est systémique et tout ça va ensemble. Un individu qui n'a plus de travail, on sait que le chômage, c'est source de maladies cardiovasculaires, de dépression, d'addiction, etc. Donc tout ça va ensemble. Ça veut dire que, de manière générale, on a besoin d'une société dans laquelle il y ait un projet émancipateur commun, dans laquelle il y ait des réalisations personnelles émancipatrices dans le travail pour tout le monde. Ensuite, il y a aussi une dimension écologique. 80% des maladies contemporaines sont directement liées aux conditions environnementales. Ce qu'on mange, ce qu'on respire et la façon dont on travaille. Quand on fait un ulcère à 25 ans chez une avocate, comme je l'ai vu, 28 ans,
il y a un problème, d'accord? Parce qu'on travaille 70 heures par semaine, que du coup on boit 6 cafés par jour, qu'on fume un paquet de cigarettes. Voilà, tout ça aussi c'est plus possible tout simplement d'avoir une société qui fonctionne de cette façon. Donc déjà, il faut remettre les conditions environnementales et de vie au sein des questions de santé et ne pas isoler la santé des conditions de vie et d'environnement. Ensuite, il y a les points stricto sensu en termes de santé publique, que sont l'ouverture massive de centres de santé, la généralisation du tiers payant, arrêter avec la débilité de l'hôpital rentable, managérial, qui doit faire du bénéfice. L'hôpital n'est pas là pour ça. Tout ça va aussi dans le cercle vertueux du travail, parce que s'il y a assez de gens qui travaillent, il y a assez de recettes dans la sécurité sociale, donc il n'y a pas de trou de la sécu, parce que les recettes de la sécurité sociale, c'est quand même les cotisations des travailleurs. Donc on répondrait déjà avec ça, si les gens avaient leur médecin de premier recours, qu'on puisse faire correctement un parcours coordonné de soins. Ça suppose aussi d'avoir un recrutement massif, on peut le dire. C'est pas, comme le prévoit Madame Buzyn, aux étudiants en médecine, aux externes de 4e ou 5e année d'aller faire de la prévention et du service sanitaire dans les écoles. On peut embaucher des gens dont c'est le travail, qui seront formés pour, des infirmières, des aides-soignants, qui peuvent aller le faire. Quand on parle de prévention, ça suppose aussi de ne pas fermer les PMI de proximité, de ne pas fermer les petits hôpitaux et maternités de proximité qui faisaient ce travail-là. Voilà, c'est d'abord d'arrêter de stopper l'hémorragie sur les hôpitaux et toutes les structures de soins de proximité. Ça suppose de remettre le médecin généraliste comme un vrai acteur de terrain avec un parcours de soins coordonné, mais qui ne soit pas que sur le papier, qui soit en vrai. Parce qu'aujourd'hui, quand ils disent parcours de soins coordonnés, ça veut dire que s'il n'y a pas des internes qui écrivent les comptes rendus post-opératoires dans les hôpitaux jusqu'à 22 heures pour que le médecin il l'ait, ce qui du coup n'est pas toujours possible, quand le monsieur rentre chez lui après son opération, le médecin, 2 fois sur 3, il n'a pas le compte rendu de sortie. Donc le patient, quand il s'inquiète, il ne peut pas appeler son médecin parce que son médecin il ne sait pas ce qu'il a eu. Donc il arrive aux urgences. Donc il y a une vraie précarité de la santé elle-même. Et ensuite, sur la précarité socio-économique pure, comme on dit, c'est les associations qui ont les solutions meilleures que les miennes. C'est pouvoir loger dignement, pouvoir s'occuper des détections de charbon dans les appartements, d'amiante, des troubles respiratoires. C'est la pollution à Paris, c'est arrêter avec tous ces problèmes et environnementaux et socio-économiques qui font qu'après on est malade tout simplement. Mais justement par rapport à ce que tu dis, c'est très intéressant quand tu dis ça c'est le travail des associations qui ont sûrement plus des solutions que moi, mais les associations ne devraient pas normalement faire ce qui, selon nous, du coup, ce qu'on dit notamment dans le livre santé que tu copilotes, c'est que c'est à l'État de... mais les associations ne disent pas que c'est eux le sujet. Les associations, la Fondation l'Abbé Pierre, les solutions, ils ne disent pas c'est nous qui les avons. Ils disent l'État doit faire ça, ça, ça. Et du coup, dans le cadre de la campagne pauvreté, une de nos problématiques, une des questions qu'on pose et qu'on a besoin des personnes comme toi pour avoir la réponse à cette question, c'est quelle action le politique peut mener, déjà à l'échelle de la France insoumise aujourd'hui selon toi, premier parti d'opposition, proposition, mais quelle action nous on peut formuler et on peut mener pour non pas se substituer au travail des associations justement, mais pour mener une vraie action qui soit utile et qui puisse apporter quelque chose. On peut faire plusieurs choses. La première, c'est d'informer correctement. Parce que très souvent, comme c'est le cas pour le tiers payant, on ne sait pas. Par exemple, on ne sait pas ce que c'est la charge de travail d'un médecin généraliste. On pense que juste il veut avoir 23 € à la fin de sa consultation. On ne sait pas que s'il fait du tiers payant, a priori, il va bosser jusqu'à 1h du mat. On ne sait pas aussi. Et en finir avec les fausses idées type les gens ne viennent pour rien aux urgences, donc c'est la faute des gens.
Non, justement, expliquer ça. Un vrai outil d'information, c'est de dire pourquoi est-ce que les gens viennent aux urgences. Parce que justement, il n'y a plus de médecin traitant. Quand on a un lumbago, on ne peut pas attendre 4 jours de voir son médecin traitant. Et pourtant, il n'a rien à faire aux urgences, le lumbago. Mais il vient aux urgences. Donc ça, il faut bien expliquer aux gens ça. Et ça, c'est un bon... Voilà, se mettre sur une place et dire les urgences sont embouteillées, est-ce que c'est la faute de gens ou est-ce que c'est la faute de l'État, avec des groupes où les gens s'expriment et vous disent là on leur explique non monsieur, en fait le monsieur il a essayé d'appeler son médecin traitant, il a rendez-vous dans 4 jours, vous avez un lumbago, vous feriez quoi? Et donc il va bien se rendre compte. Donc voilà, la première c'est avoir une bonne information sur tout ça. Sur aussi ce qu'on évoque sur le trou de la sécurité sociale, qui est un mythe finalement. Donc quelle est la réalité des choses? Pourquoi est-ce qu'on dit c'est la faute des gens, ils dépensent trop? Non, en fait. Ensuite, il y a une action double, c'est-à-dire qu'on ne se substitue pas, mais par contre, venir en aide, notamment participer à se déclarer comme famille potentiellement hébergeante, se déclarer, nous politiquement, ça nous permet aussi d'abord d'être cohérents avec nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on s'applique des règles de solidarité, de fraternité qu'on aimerait qu'ils soient celles d'un État, mais ça veut dire qu'en période de crise, quand c'est pas encore là, on est capable nous-mêmes de faire l'effort de s'engager auprès de ces endroits-là. Ce qui permet aussi de parler avec les acteurs de terrain de ces associations, de ces structures, et de leur expliquer, nous, quelle est notre vision des choses. C'est-à-dire que, évidemment, là, l'associatif est impératif à ce moment-là, mais que c'est pas une fin en soi. Et aussi réexpliquer à quel point la charité n'est pas une solution, parce que ça c'est un vrai débat en ce moment. C'est-à-dire qu'on voit, moi j'ai vu très souvent, pourquoi tu n'en prends pas un chez toi, si chacun faisait, etc., devant sa porte, accompagné. Donc non, d'abord pour des raisons de dignité humaine. Que quelqu'un ici, que ce soit un Français ou pas un Français ou un migrant, peu importe, qui a ses soins, qui a accès à un hébergement, à un logement, parce que l'État a choisi un système de solidarité nationale qui fait qu'il a besoin de dire merci à personne, si ce n'est dire merci à la nation française qui a permis ça, et donc dire merci à 60 millions de personnes, c'est quand même autre chose que de devoir dire, déjà d'être dans la position de devoir dire merci à quelqu'un, qui est, selon moi, insupportable quand on est dans cette situation de détresse. Parce qu'il y a de fait, du coup, une position d'inégalité qui existe entre celui qui, du coup, propose son aide ou donne et l'autre. Et ensuite, d'un point de vue de santé publique, c'est aussi dangereux. Moi, je vois toute la journée des gens, du coup, dans des précarités d'état de santé, infectieux, etc. J'en parlais tout à l'heure pour la tuberculose, ou un gamin qui a été logé chez une famille, je me suis retrouvée à devoir déclarer au CNIL les 3 membres de la famille, puisqu'on n'avait pas encore décelé la tuberculose quand il allait chez eux, ils ne l'ont emmené qu'au bout de 2 semaines. Et donc il faut dépister toute la famille, radio de thorax pour tout le monde, etc. Comment on fait quand on a un monsieur qui est arrivé d'un autre pays où il s'est fait agresser, ou quelqu'un ici qui est schizophrène à la rue, on gère un syndrome post-traumatique quand il hurle dans la chambre qu'on lui a prêtée à 2h du mat, comment on fait? On ne sait pas faire ça. Tout le monde n'est pas capable de faire ça, et c'est pas le travail de tout le monde. C'est le travail de soignants, de psychiatres, donc ils doivent être dans des structures qui sont faites pour. Et cette force-là, pour l'instant, il n'y a que l'État qui a moyen de mettre ça à disposition. Ce parcours-là, avec des soignants, avec une structure de logement, avec une surveillance, etc. Donc, pour ces raisons-là, la théorie du colibri, en gestion de crise, on ne peut pas faire autrement, mais ce n'est pas une solution. Et en plus, c'est pour l'instant un pansement, mais c'est dégradant. C'est potentiellement dégradant pour la personne qu'on aide, et en plus c'est potentiellement dangereux aussi pour la personne, à la fois psychologiquement, parce qu'il y a des grands cas de détresse aussi, parce qu'il y en a qui ne savent pas comment aider, il y en a aussi qui s'attachent beaucoup trop, qui n'avaient peut-être pas les profils suffisamment stables pour pouvoir aider, recevoir, etc., et qui ensuite se retrouvent dans des dispositions psychologiques très particulières, soit quand la personne s'en va, soit quand elle est malade, soit si elle décède, etc., et qui n'ont pas été préparés en amont. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, la solution de l'aide individuelle
n'est pas envisageable sur un long terme. Merci Sabrina, parce que tu as su mettre ton métier en lumière et nous l'expliquer et retracer un petit peu tout ce que tu vois tous les jours et la façon dont toi, à ton niveau, tu luttes contre ces inégalités, cette précarité, cette pauvreté. La question qu'on souhaiterait te poser, Maxime et moi, c'est de savoir quelle action tu nous conseillerais politiquement de défendre, notamment que nos parlementaires pourraient défendre à l'Assemblée. Bah ça a déjà été défendu. Typiquement, l'ouverture de locaux, comme le Val-de-Grâce, c'est ce que fait le DAL d'ailleurs quand ils ont essayé d'investir les locaux de l'Hôtel-Dieu. On est arrivé à un tel stade de violence de leur part que je suis très hésitante sur quelles sont les solutions. Moi, ça m'arrive d'avoir envie de m'attacher devant le Val-de-Grâce en disant ouvrez les locaux, c'est pas possible. Mais ceci dit, des actions collectives avec un groupe de citoyens qui veut faire acte de solidarité. Ça ne serait pas vu comme une substitution d'associations pour toi? Toi qui travailles avec eux ou qui connais bien leurs actions. Mais ça ne veut pas dire de le faire sans eux. Pour moi, on est... Il faut un travail collaboratif avec les associations. Ouais, pour moi, en fait, justement, la force de politique, c'est le moment où tu intègres toutes les parts de la société, où justement, on n'est plus France Insoumise. Nous, à la fin, en fait, quand tu discutes, moi, mon programme, il répond à ça. Au départ, là, en fait, on est tous citoyens, révoltés par ça. Et notre communauté de valeurs, c'est pas la France Insoumise. Notre communauté de valeurs, c'est de dire ça, c'est pas normal. Et ça, on est d'accord pour le faire ensemble. Après, nous, où on est, oui. Mais on rentre pas en disant je suis France Insoumise. On rentre par le sujet. Et ensuite, nous, on propose ça si ça t'intéresse. Mais notre objectif, c'est de répondre aux besoins du peuple. De répondre aux besoins du peuple, c'est d'abord faire l'action là et la dénoncer. Après, nous, on sait que politiquement, on y répond. Et on peut leur dire. Et on peut le montrer. Mais dire, nous, la France Insoumise, on veut répondre aux besoins du peuple, là, non. On sait qu'on y répond, ça, on le sait déjà. Maintenant, mener l'action pour faire ce qu'on dit dans la vie, en vrai, c'est-à-dire, on veut vous faire prendre le pouvoir. Donc, on mène les actions avec vous, on s'en fout, on n'a pas besoin. Justement, on n'est pas là pour faire du prosélytisme politique, on est là pour engendrer chez tout le monde une prise de conscience, une volonté d'action. Et donc, pour ça, on n'a ni plus ni moins besoin que d'être d'accord, d'aller avec les copains. Toi, t'es d'accord avec ça, toi, t'es d'accord avec ça. Et sur ça, on y va. Et quand on aura fini sur ça, et sur ça, t'en penses quoi? Maintenant, on va défendre l'hôpital. Maintenant, on va défendre là. Et puis à la fin, et c'est vrai qu'en fait, c'est pas mal ton idée. Parce que malheureusement, on est dans une époque où la politique est devenue un tel gros mot que les gens ont besoin d'abord presque de la preuve d'honnêteté avant de dire... Ok, finalement, c'est pas mal. Moi, ça a été mon cas. Il a fallu des mois d'évolution pour que les gens comprennent mon engagement, que ça leur apparaisse comme une cohérence intellectuelle depuis un engagement lié à un rôle de soignant jusqu'à l'engagement à la France Insoumise. Mais au départ, ils me suivent sur ma dénonciation des urgences, notre boulot, etc. Et du coup, là, je les emmène avec moi. À la fin, ils sont d'accord ou pas sur le constat, mais en tout cas, là, on a mené ensemble une action, on a mené ensemble 12 millions de vues qui m'ont permis de porter le message, donc on a avancé. Pas parce que France Insoumise, parce qu'on a mené une action collective. La tribune des EHPAD, on n'est pas arrivé en disant France Insoumise, on a dit il y a une maltraitance dans les EHPAD, les soignants ne sont pas respectés, on fait ça, on y va. Et donc, à différents endroits, on pousse et jusqu'à ce qu'on pète la porte. Ok, je te remercie. Toute petite dernière question pour clôturer, où tu vas pouvoir répondre en un mot. Quelle note tu donnerais à la politique du gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté? Entre 0 et 10. Moins 20. Moins 20. C'est noté. Merci beaucoup, Sabrina. Mais pas la mairie de Paris. Ceci dit, la mairie de Paris a Merci bien meilleure note.